Bonjour, bonnes gens. Je suis en train de faire toute une série de vidéos. Ça s'enchaîne les unes après les autres parce que, bon, j'ai un plan dans la tête en fait. Et j'ai pas mal de sujets à vous communiquer. Avant qu'il soit trop tard, avant que la loi vienne nous bouffe et nous empêche de nous exprimer librement. On verra bien, hein. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un personnage énigmatique qui s'appelait Joseph Ratzinger et en même temps de son projet. Il a eu plusieurs projets, ce personnage, et notamment donc d'un sujet d'actualité dont on parle souvent d'ailleurs dans les entre guillemets milieux complotistes. D'ailleurs, c'est par cet intermédiaire que j'ai pris connaissance de ce sujet, c'est le fameux groupe de Bilderberg. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler du groupe de Bilderberg, ne vous étonnez pas. C'est parce que, en fait, c'est une réunion qui a lieu tous les ans, une fois par année, originellement dans l'hôtel hollandais Bilderberg, et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, et qui a lieu tous les ans, mais avec la consigne de ne jamais dévoiler à la presse officiellement le contenu des discussions, des débats qui ont eu lieu pendant ces réunions. Alors là, évidemment, ça sonne super complot, super complotiste. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est pas pour dire voilà une théorie du complot, c'est peut-être justement pour analyser un peu plus profondément et voir derrière tout ça, en fait, la réalité, essayer de voir la réalité des choses, même si, bien entendu, étant donné du fait que on ne sait pas le contenu des propos qui y sont tenus, on ne peut que s'en faire une idée. Alors, première chose, qui est ce Joseph Ratzinger? Alors, Joseph Ratzinger est un ressortissant polonais qui est né à la fin du 19e siècle et qui a, pendant la Première Guerre mondiale, il était relativement jeune, il avait une trentaine d'années, avait déjà entrevu la nécessité, si vous voulez, pour la Pologne, qui était un pays qui était en train d'être mangé entre la Prusse, bien bon, ça date pas d'aujourd'hui, et la Russie, puisque vous savez qu'on a déjà eu un roi exilé de Pologne en France. C'était justement le fameux Stanislas à Nancy, dont la fille a épousé Louis XV. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que la Pologne s'est fait grignoter. À l'époque, c'était entre la Suède, la, la Russie et la Prusse. Et là, justement, la Pologne était en tenaille entre l'Allemagne et la Russie. Et donc, la nécessité pour la Pologne de s'allier avec d'autres pays d'Europe centrale et orientale pour faire une espèce de confédération et donc pour s'autonomiser, si vous voulez, par rapport au gros bloc d'à côté qui les bouffait. Euh, il a eu l'occasion au cours de ses pérégrinations de rentrer en contact avec beaucoup de personnes influentes, notamment des personnes influentes des milieux politiques, soit en Angleterre, soit en Belgique, soit même au Mexique, puisqu'il a été en contact avec un président mexicain, et, euh, et aussi avec
personnages de tout ordre, notamment euh, le président de la Pologne en exil, du gouvernement, le chef du gouvernement en exil de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale, Sikorski, qui était en exil à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il l'a connu pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'ils ont eu un lien d'amitié très long. Donc nous avons ce personnage, Joseph Ratzinger, qui est considéré comme un ambassadeur, un diplomate, et qui était en contact avec tout un tas de personnages influents, on va dire. Il est un des principaux acteurs du mouvement européen au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mouvement donc fédéraliste européen. À cette époque-là, on parlait d'États-Unis d'Europe. Et il y a aussi un autre personnage qui est Paul-Henri Spaak, qui a été, si je ne m'abuse, Premier ministre en Belgique, et qui est considéré comme des pères fondateurs de l'Europe avec M. Schuman et avec M. Ça y est, j'ai un trou. Jean Monnet. Jean Monnet, voilà. Voilà, il a participé à la conférence de La Haye qui a été l'initiatrice du mouvement européen en 1949. On est à une époque, on est à la guerre froide. On a le lendemain de la guerre, le bloc soviétique d'un côté, le rideau de fer qui commence vraiment à se mettre en place. 48-49, c'est là où la Tchécoslovaquie bascule dans le camp soviétique. C'est là où justement la Pologne est en train de passer sous le camp soviétique, etc. La Roumanie, etc. Et lui, Monsieur Ratzinger, est concerné par cette question. Pour lui, ce qu'il voulait, c'était justement s'autonomiser par rapport à cette trop grande influence du bloc soviétique notamment. Et ce qu'il a œuvré, c'est pour favoriser les rapports entre, donc atlantistes, si vous voulez, entre les États-Unis, l'Amérique du Nord, et les pays d'Europe occidentale. Et en 1954, c'est là où il organise, avec la présidence du prince consort de Hollande, c'est-à-dire le mari Bernard de la reine Béatrix, la première conférence dans cet hôtel de Bilderberg, en invitant des personnages influents des deux côtés de l'Atlantique, États-Unis d'un côté, Europe de l'autre, notamment donc avec des politiques et des hommes d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a des représentants du groupe Rockefeller, par exemple, et des représentants des principaux intérêts, disons, économiques les plus importants des pays en question. Donc si on a la Hollande, on va retrouver la Royal Dutch Shell. On va retrouver, par exemple, pour l'Angleterre, des représentants de la British Petroleum. En Belgique, il n'y a pas de pétrole. Il y a des diamants qui sont transférés par Anvers. Anvers, c'est la plaque tournante du diamant dans le monde. Il y a la société De Beers. D'accord ? Et les De Beers extraient des mines de Kimberley et font donc venir les diamants pour les comment on appelle ça, les facetter, hein, pour les polir, et c'est à Anvers que ça se passe. C'est le principal marché de diamants au monde. Vous avez ces parties prenantes qui sont donc en gros avec les dirigeants politiques des pays en question, les membres, je dirais permanents, disons, oui, qui sont le premier cercle des contacts de ce groupe de Bilderberg, de cette conférence de Bilderberg. Joseph Ratzinger s'éteint en 1960. Le groupe de Bilderberg continue à être perpétré sous l'initiative
dans un premier temps du prince consort. Après la mort du prince consort, c'est la reine Béatrix qui a continué et a présidé les réunions. Et vous avez par exemple des intervenants du style Henry Kissinger. Euh, les États-Unis savent que Henry Kissinger, qui a été donc secrétaire de la défense, notamment donc dans les années sous Nixon, était aussi un des partisans, des représentants officiels à la Maison Blanche, si vous voulez, du groupe Rockefeller, des intérêts du groupe Rockefeller. Donc on renvoie à Exxon, SO, ce qu'on appelait avant la Standard Oil, et les multiples compagnies pétrolifères qui ont des intérêts placés un peu partout. Et donc, en fait, ils représentent les intérêts économiques les plus puissants du monde occidental, du camp atlantiste. Et on pourrait, bien entendu, être tenté de dire waouh, waouh, c'est chaud parce que voilà, ces gens se réunissent tous les ans et ils discutent d'un tas de choses qui sont tout à fait sérieuses. Hein. Et à présumer, si vous avez des gens qui sont aussi influents que ça, on va retrouver par exemple à partir des années 70 un personnage qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing, qui va être invité régulièrement, qui est le père de l'écu, donc qui viendra plus tard, la monnaie unique européenne, et après avec l'acte unique et après l'euro. Euh, voilà. Il y a des personnages de ce genre-là. Il y a par exemple un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui a été conseiller du président Jimmy Carter et qui a fondé la commission trilatérale. La commission trilatérale, c'est en fait la même chose que, disons, un pacte entre guillemets atlantiste entre l'Europe et l'Amérique, mais cette fois-ci en incluant une troisième partie qui est en Asie extrême orientale, en Extrême-Orient, le Japon notamment. Et ça, c'est dans les années 70. Vous avez donc M. Henry Kissinger qui a été un des cofondateurs, si je ne m'abuse, de ce qu'on appelle le CFR, le Council for Foreign Relations, qui sont donc des groupes des réunions de pensée, des think tanks, comme on dit aux États-Unis, qui sont des conseillers auprès des dirigeants de ce monde, etc. Si je vous dis ça, c'est pas parce que voilà, il faut tout de suite voir le complot derrière tous les regroupements. C'est un peu normal de retrouver des think tanks, des conseillers un peu partout. On va retrouver ça en France aussi. On va retrouver bien entendu, par exemple, il y a des groupes, il y a des groupes d'influence avec des gens qui réfléchissent à des questions stratégiques, etc. C'est pas automatiquement tout de suite derrière voilà, l'Institut Montaigne, par exemple. Voilà, c'est un bon exemple, un institut qui conseille les présidents français, par exemple. Bien, euh, j'ai souvent réfléchi à cette question. Là, une fois, encore une fois, j'ai été aiguillé sur cette question par, au départ, quand je commençais à naviguer sur Internet, par un, un, un homme de radio américain. À cette époque-là, tout était en anglais, de toute façon, qui s'appelait Alex Jones. Il y a beaucoup de gens qui ont traîné sur les réseaux sociaux à cette époque-là qui se rappellent très bien de Alex Jones. Un type, on va dire, fort en thème, enfin fort en coup de gueule, quoi, et qui, style patriotique jusqu'au bout des ongles, très très américain dans le profil, avoir du complot derrière toutes sortes de réunions de ce genre. Et donc, évidemment, c'était du pain béni pour lui, l'histoire du groupe de Bilderberg.
Mais toujours est-il que, voilà, c'est une réalité, c'est un groupe qui se retrouve tous les ans. L'an dernier, il s'est retrouvé aux berges du lac Léman, à Montreux. Et voilà, c'est select, c'est-à-dire qu'il y a quelques centaines d'invités. Et donc, comme je l'ai dit, bon, bah, voilà, en général, soit des dirigeants de pays, soit justement donc des personnages influents qui font partie des conseils d'administration ou des actionnaires majoritaires de grands groupes industriels et de multinationales, soit aussi des personnages de la presse, des rédacteurs en chef de certains journaux, comme par exemple des grands journaux qui titrent internationalement, comme le New York Herald Tribune ou le Washington Post, par exemple, qui sont invités régulièrement, sans avec la consigne de ne pas dévoiler le contenu des discussions. Ceci dit, on peut quand même subodorer que si les parties prenantes de la presse, dont les rédacteurs en chef sont invités à ce genre de réunion, quelque part va filtrer dans la presse d'une façon ou d'une autre, si ce n'est directement, le contenu euh, en rebond, en écho, en ricochet par rapport aux informations qui peuvent donc parvenir d'un côté ou de l'autre. Oui. Euh, et il y a une question sur laquelle je me suis penché, c'est que euh, dans les années 70, nous avions, après De Gaulle, le retrait de De Gaulle, le président Pompidou. Et le président Pompidou avait déjà évoqué une situation que, en fait, à l'avenir, on était dans les 30 glorieuses à cette époque-là, qu'à l'avenir, toutes les choses ne seraient pas toujours roses. Et il a pris une mesure, c'est cette fameuse loi Pompidou-Rothschild qui interdit à la Banque de France d'emprunter directement, euh, d'émettre de l'argent directement, excusez-moi, d'émettre de l'argent directement. Et donc de l'objet à emprunter à des partenaires, des acteurs privés, des banques privées, pour pouvoir émettre de la monnaie. Et en même temps, on a aux États-Unis Nixon qui fait prendre des mesures pour découpler le dollar de l'étalon or. Vous savez que à cette époque-là, en tout cas, la principale réserve d'or au monde, c'était à Fort Knox, aux États-Unis. Il y a le fameux film Goldfinger qui montre bien ça. Bien sûr, bon, ça c'est des belles légendes, mais voilà, Fort Knox, ça existe vraiment. Euh, et je me suis souvent posé la question, pourquoi, justement au début des années 70, on se retrouve avec ces mesures-là, qui sont économiques, et d'importance d'ailleurs. Et pourquoi, qu'est-ce que ça peut avoir avec le monde d'aujourd'hui. Il y a aussi une loi qui s'appelle la loi Glass-Steagall, je crois. Euh, et donc, ces mesures-là, pourquoi elles ont été prises à ce moment-là précis? Eh bien, si on fait un lien entre ce que j'ai déjà raconté sur l'histoire des sept sœurs, les sept sœurs, donc cartel des plus grandes entreprises pétrolifères du monde et qui ont pendant très 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 longtemps, dans de longues décennies, eu le monopole, la main mise sur l'extraction du pétrole et sa distribution dans le monde, bien sûr. Et il y a en 1960 la création, sur l'initiative des ministres de l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Irak, le Koweït, je crois, et le Venezuela, de l'OPEC en anglais, euh, c'est-à-dire Organization of Petroleum Exporting Countries, okay? L'OPEP, les pays exportateurs de pétrole. C'est la première réunion qui se fait. Au départ, ils sont un peu ignorés
Enfin, en surface, on les ignore. Sauf que, sauf que, les sept sœurs, les intérêts pétrolifères dont vous avez donc, en gros, les principales entreprises du pétrole dans le monde, euh, n'ont pas intérêt à ce que les pays exportateurs du pétrole se mettent d'accord sur les prix, par exemple. Donc, ils surveillent ça. Ils font semblant d'ignorer, mais ils surveillent ça. Et à la fin des années 60, il y a tout un ensemble d'opérations qui se passent, notamment, vous avez une première guerre en 67, il me semble, où israélo-palestinienne, où, si je ne m'abuse, Israël conquiert dans Jérusalem les quartiers arabes. Je ne suis pas vraiment calé sur cette question, c'est pour ça que il faut me corriger. Mais en 73, vous avez la guerre de Kippour et la conquête israélienne, enfin, grâce aux armements, notamment états-uniens, et la victoire israélienne est écrasante sur les pays qui lui ont déclaré la guerre. L'Égypte, la Jordanie et l'Arabie Saoudite était neutre, mais donc il doit y avoir la Syrie aussi dans le coup. Donc là, à ce moment-là, en fait, les pays exportateurs de pétrole se saisissent de cette victoire israélienne pour exercer une forme de rétorsion sur l'Occident, sur notamment donc, en gros, si vous voulez, en dehors de la BP et de la Shell, vous avez Texaco Gulf, Esso, Chevron et il m'en manque un. Vous voyez, donc en fait, vous avez des intérêts états-uniens. Donc, c'est une rétorsion sur les États-Unis. On menace de fermer la vanne. Et donc, on met les États-Unis notamment sous pression. Et moi, je pense que les sept sœurs étaient au courant de cette possibilité. Comme une épée de Damoclès, si vous voulez, que les pays exportateurs de pétrole pourraient du jour au lendemain décider de se mettre d'accord et de fermer les vannes, ou disons de menacer de fermer les vannes, et de créer un énorme problème économique. Parce que la dépendance au pétrole, elle est immense dans les pays occidentaux, les pays industrialisés. Et c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que pour pouvoir donner un ballon d'oxygène à l'économie, il n'y a pas d'autre moyen que de pouvoir laisser produire la monnaie au besoin, au prorata du besoin. Si vous avez exactement la même somme d'argent qui est étalonnée par l'étalon or, par exemple, je vous dis, vous avez 1000 milliards de dollars, ça c'est votre quantité d'argent que vous pouvez obtenir pour l'intégralité de vos échanges, pour vos échanges économiques. Vous pouvez les produire, vous les avez à disposition, vous n'en avez pas un dollar, pas un cent de plus, pas un cent de moins. Parce que c'est couplé à l'étalon or, les réserves d'or. À ce moment-là, dès qu'un agent économique intervient, on vous dit attention, le prix de l'énergie, on va le faire monter de je ne sais pas combien de pourcents. Dans le premier choc pétrolier, il est monté de 400%. Ben, c'est de ce paquet-là. C'est d'autant moins d'argent qui est disponible pour le reste. C'est-à-dire que tout ce que vous allez être obligé de refiler pour l'énergie va vous manquer pour le reste. Quand vous êtes dans une entreprise que vous n'avez pas assez d'argent
vous avez plus d'argent à dépenser pour l'énergie, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des économies sur les autres coûts de revient. Et donc, par exemple, ça crée du chômage. C'est si bête que ça. Donc pour éviter une hyperinflation, enfin pour éviter le chômage et pour éviter une crise, une récession, d'abord, dans un premier temps, il faut pouvoir avoir une marge de manœuvre sur la monnaie. Et ça, c'est ce qui expliquerait, à mon avis, qu'il y a en même temps à peu près, en 72-73, à peu près, vraiment, vraiment à cette époque-là, entre Nixon aux États-Unis et Pompidou en France, par exemple, et sûrement dans d'autres pays, il faudrait vérifier, des mesures qui sont prises sur la monnaie, de façon à ce qu'on dise aux banques centrales, par exemple, eh bien, vous pouvez donc emprunter de l'argent. Pour ça, il va falloir engager des garanties, euh, mais votre, votre quantité d'argent, vous allez pouvoir l'étirer. Et c'est comme ça que, donc, par coup d'une petite inflation successive, vous pouvez récupérer le, attendu que vous maîtrisez cette inflation, vous pouvez récupérer vos pertes de rentabilité par rapport au coût de l'énergie. Vous voyez? J'espère que je suis assez clair. J'essaye de ne pas être trop technique, mais en fait, c'est un peu comme ça que ça se présente. Et c'est comme ça qu'on a épongé le premier choc pétrolier, finalement. Après, le deuxième choc pétrolier va arriver à la fin des années 80, où la révolution islamique en Iran, c'est une perte sèche à ce moment-là pour les pays occidentaux, non les États-Unis en premier lieu. Et à ce moment-là, c'est la guerre entre l'Irak et l'Iran, où il n'y a pas vraiment de gagnant, qui dure 10 ans, qui est épuisante, et surtout, voilà, il y a une perte à compenser. Et ça va faire monter le taux enfin, le prix du baril de pétrole. Donc il y a deux barils d'indexation boursière du pétrole. Il y a ce qu'on appelle le Brent. Le Brent, c'est le pétrole qui est extrait dans la mer du Nord, dans les gisements offshore. C'est-à-dire qu'après le premier choc pétrolier, ce qui s'est passé, c'est que le prix du pétrole à la pompe a aussi augmenté. Et avec les marges bénéficiaires qu'ont fait justement les grands groupes pétroliers, dont la BP, on a investi dans le offshore en mer du Nord. Ou par exemple dans le offshore, dans le golfe du Gabon. Le golfe de. Voilà, vous voyez, ça c'est le golfe de Guinée, vous voyez, enfin, en Afrique, quoi. Ça, c'est une des réponses alternatives qui ont été proposées. Donc il fallait investir. Donc, à un moment donné, il faut bien aussi faire les marges de manœuvre pour pouvoir faire des approvisionnements, comme on dit, et récupérer là-dessus. Euh, la deuxième indexation, c'est ce qu'on appelle le WTI, et qui en gros concerne euh, ouais, international. J'ai pas l'acronyme en tête, mais en gros, c'est les deux indexations du prix du pétrole dans le monde. Eh bien, en fait, ces prix du pétrole sont décisifs, bien entendu, vous pouvez l'imaginer, sur l'intégralité de l'économie, puisque nous sommes extrêmement dépendants des énergies fossiles pour faire tourner nos économies, industrielles en tout cas. Et surtout avec la consommation, avec les transports en commun, etc. etc. C'est pas demain la veille qu'on va s'en sortir. Peut-être un jour on arrivera à la transition écologique, mais c'est pas demain la veille. Voilà. Et vous comprenez que pour pouvoir faire une transition écologique, de toute façon, il faut investir. Donc, il y a un moment donné ou un autre, il faut, pareil, faire des approvisionnements
faire des marges, quelque part bénéficiaires sur quelque chose pour pouvoir investir. Voilà. Donc, ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer, c'est que si vous avez un groupe de Bilderberg qui s'apparente à une espèce de, en tout cas pour certaines personnes, comme une espèce de grand complot mondial, il faut peut-être, bien entendu, être prudent à l'égard de cette réunion qui, de fait, regroupe les personnages les plus influents de la planète une fois par an au moins et qui sont dans la discrétion la plus totale. Mais d'un autre côté, imaginez bien que quand vous êtes dans une situation où vous avez des intérêts économiques immenses et que vous savez que l'économie des pays que vous représentez est très dépendante par rapport à des questions très sensibles, très stratégiques comme le pétrole par exemple, et que vous êtes là pour les défendre, pour défendre ce beefsteak-là, eh bien vous avez bien entendu pas envie automatiquement qu'on ébruite les décisions que vous allez prendre par rapport justement à une attitude qui va permettre de corriger le tir, sachant que de l'autre côté, par exemple, d'autres agents économiques peuvent peser sur la balance pour vous causer du tort, si vous voulez. C'est ça, ce sont des jeux d'influence. Et alors, le groupe de Bilderberg continue à exister. Bah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il y a toujours des enjeux économiques immenses. Alors, par exemple, ça peut être dans le domaine de l'informatique, ça peut être dans d'autres domaines. Et il va de soi qu'on n'est pas angélique, on n'est pas en train de dire que ces gens-là sont amènes. Mais ce n'est pas nécessairement tout de suite le grand marionnettiste qui tire les ficelles derrière la scène. Parce que de toute façon, hein, c'est simple, hein, on a la liste des noms des personnes invitées. Alors, on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais on sait qui est là. Donc déjà, c'est pas complètement secret, vous voyez. Mais bien entendu, il convient d'être, disons, vigilant, attentif par rapport à ce qui pourrait éventuellement être ressurgir de ce genre de réunion. Voilà. En l'occurrence, moi, de par une déduction logique, si vous voulez, j'ai l'impression que j'ai compris euh, un phénomène par rapport à cette histoire du groupe de Bilderberg et qui serait lié à une réponse par rapport à une dépendance énergétique importante dans les années 70, premier choc pétrolier, et juste en articulation avec ce premier choc pétrolier, une mesure monétaire qui permette de tout simplement de se redonner du souffle et de donner des possibilités de liquidité à un moment où justement la question énergétique est cruciale. Et ne vous trompez pas, les questions énergétiques vont être dans l'avenir d'autant plus cruciales. Ça, c'est clair et net. Ça ne va pas s'arrêter pour autant. À moins qu'on ait trouvé d'ici là il nuovo perpetuo, le mouvement perpétuel. Mais ça, j'ai des doutes. Alors, ben voilà, informez-vous, renseignez-vous sur le groupe de Bilderberg. C'est intéressant quand même. Même si, donc, je vous l'ai dit, hein, Rettinger, voilà, c'est euh, personnage voilà, qui paraît comme une éminence grise, mais en même temps, vous voyez que c'est un type fédéraliste, c'est un type qui essaye de simplement, il y a des pouvoirs en place. Il y avait à cette époque-là des grandes puissances, l'Allemagne et la Russie et soviétique, et donc la Pologne écrasée entre ces deux grands, comme dans le marteau, entre le marteau et l'enclume. Et voilà, on a un personnage qui milite pour
une forme de fédéralisme. Et après, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un fédéralisme qui se propose pour l'Europe, pour lutter, encore une fois, contre le bloc soviétique. Et donc, il n'y a pas toujours derrière ces projets des volontés destructrices, manipulatrices, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on les exclut complètement non plus. Vous voyez. Mais ce n'est pas nécessairement des grands méchants. Voilà. Pas non plus des agneaux. Hein. Voilà. Vous voyez, j'essaye. Il y a simplement des questions de stratégie géopolitique. Et dans ces questions-là, je pense que la façon la plus saine d'aborder ces questions-là, c'est d'enlever l'aspect moral de la chose. C'est simplement de regarder voilà, quels sont les intérêts des États et des principaux agents économiques. Et donc, pas forcément toujours de pointer du doigt en disant wow, ça c'est le grand méchant capital, etc. Cette lecture-là, elle est bien trop, comment dire, réductrice et finalement, elle ne fait pas vraiment non plus avancer le schmilblick. Voilà, donc je pense que j'ai une piste déjà sur ça. Faites vos recherches, peut-être que vous pourrez confirmer ou infirmer ce que j'ai avancé. Qui sait, je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Et voilà, à bon entendeur, salut. Quoi. Et see you.